Donc, quelques mots de la dysfonction cardiaque au cours du sevrage de la ventilation. Je n'ai pas de conflit d'intérêt à déclarer en rapport. Alors, le système cardiovasculaire, lors du sevrage, va être le sujet de modifications physiologiques du fait du passage de la ventilation assistée à une ventilation moins assistée et même spontanée. On va voir dans un second temps quelles sont les manifestations cliniques de cette dysfonction cardiovasculaire du sevrage. Ensuite, comment on pourrait la diagnostiquer et enfin, quelle est l'approche thérapeutique que l'on peut proposer. Concernant les modifications physiologiques, elles sont nombreuses, complexes. On va essayer de les résumer sur cette plaquette. Il y a d'abord des modifications d'ordre mécanique avec une négativation de ce qu'on appelle la pression intrathoracique, donc globalement plutôt de la pression pleurale, qui va être responsable d'une augmentation du retour veineux. Et puis il y a d'autres phénomènes associés au niveau de la pression transpulmonaire. En tout cas, le solde de tout cela, c'est une augmentation de la précharge et de la post-charge du ventricule gauche et du ventricule droit. Donc globalement, on a un cœur qui est sujet à un régime de fonctionnement augmenté. Deuxièmement, on peut avoir des phénomènes d'hyperinflation dynamique qui sont un peu plus spécifiques du patient bronchopathe chronique ou emphysémateux, qui va poser des problèmes plutôt dans cette population. Mais de manière générale et chez tous les patients, cette augmentation du stress cardiovasculaire va être exacerbée par une hypertonie sympathique parce que l'épreuve de sevrage peut être assimilée à un exercice, à une épreuve d'effort. Lorsqu'on dose les catécholamines, elles augmentent et on peut même observer une différence entre les apports et les besoins en oxygène, provoquant éventuellement de l'ischémie myocardique et de la redistribution des débits régionaux au niveau des organes dits nobles. Donc vous voyez que ce sera un spectre, cette dysfonction myocardique du sevrage, avec des manifestations de dysfonction systolique, puisqu'on a parlé de précharge et de post-charge, de dysfonction diastolique, puisqu'on a parlé de précharge et de post-charge, de dysfonction systolique également, puisqu'il peut y avoir un élément ischémique. Il y aura du couplage ventriculaire du fait de l'hyperinflation dynamique, et comme il y a des manifestations en périphérie, avec des modifications de la distribution de flux au niveau des organes, on peut avoir de l'hypoxie tissulaire. Alors tout cela va être exacerbé chez le malade en hypervolémie en raison du rôle prépondérant des conditions de charge. Alors, en pratique clinique, quelles seront les manifestations chez le patient? On aura des manifestations à type d'œdème pulmonaire de sevrage qui peut avoir un versant plutôt diastolique, essentiellement chez le malade en surcharge volémique, ou systolique dans les cas d'ischémique. Mais on peut aussi avoir des manifestations extracardiaques sur lesquelles on ne va pas beaucoup insister. Alors, l'œdème pulmonaire de sevrage, est-ce que c'est fréquent? Est-ce que c'est un vrai problème? Oui, vous voyez que la proportion des échecs d'épreuves de ventilation spontanée qui est rapportée comme étant due à un OAP est d'au moins 40% dans plusieurs séries de la littérature. Et même à l'étape de l'extubation, on voit que lorsqu'on arrive à avoir une étiologie précise de la cause d'extubation, dans un nombre de cas non négligeables, elle est aussi rapportée comme étant due à un OAP. Cet OAP, comme on l'a vu, peut être de nature systolique ou diastolique. Malheureusement, c'est compliqué d'en avoir la preuve au lit du malade, mais dans ce travail de Lemaire, vous voyez qu'en comparant l'évolution des volumes ventriculaires et des pressions, on pouvait clairement voir qu'il y avait un groupe de patients chez qui c'était essentiellement une augmentation des pressions sans changement de volume. On peut suspecter un mécanisme diastolique, alors que certains malades se dilataient, ce qui suggère un mécanisme également potentiellement systolique chez eux. Alors, la balance hydrique va avoir un rôle très important, à la fois au niveau de l'étape d'épreuve de ventilation spontanée, au niveau de l'étape d'extubation. Vous voyez dans ce travail, il y a une différence nette de balance hydrique cumulative entre ceux qui échouent leur épreuve de ventilation spontanée, qui sont à peu près à plus 8000 millilitres depuis l'arrivée en réanimation, et ceux qui auront un succès. Et on a le même événement au niveau de l'extubation. Vous voyez qu'en abscisse, à mesure que la balance hydrique augmente, le risque d'échec d'extubation augmente également. Donc c'est un élément crucial à prendre en charge dans ce cadre.
Les manifestations extracardiaques, c'est essentiellement de l'hypoxie tissulaire qui peut être globale. On peut avoir d'authentiques hyperlactatémies. Et puis, plusieurs études anciennes avaient mis en évidence de l'hypoperfusion splanchnique. Et il y a même eu des questionnements sur une éventuelle dysfonction diaphragmatique, mais qui n'a jamais été prouvée de manière évidente. Alors, comment reconnaître l'œdème pulmonaire de sevrage? Cliniquement, on peut le suspecter sur le profil hémodynamique du patient en faisant le produit de la pression systolique et de la fréquence cardiaque qu'on appelle parfois la puissance cardiaque. Vous voyez qu'elle aura tendance à augmenter, certes, chez les malades sans œdème pulmonaire de sevrage, mais elle augmente encore plus chez les malades qui ont un œdème pulmonaire de sevrage. Donc, ça n'a rien de spécifique, mais devant l'amplitude de la poussée tensionnelle et de la tachycardie durant une épreuve de ventilation spontanée, on peut s'orienter vers une possible origine cardiogénique, même si ce n'est pas un argument définitif. Il faut savoir que cette réponse clinique dépendra du type d'épreuve de ventilation spontanée. Dans ce travail fait par Arnaud Thiel et Belen Cabello, vous voyez que en fonction de la modalité d'épreuve de ventilation spontanée, par exemple, si on compare une aide minimale en ZIP et une pièce santé, vous n'avez pas le même stress cardiovasculaire ni le même stress respiratoire. Vous voyez que le travail respiratoire et la PAPO sont maximales durant une pièce santé. Donc, si on veut dévoiler l'origine cardiovasculaire d'un échec de sevrage, ça peut être intéressant de faire l'épreuve entre guillemets la plus dure, c'est-à-dire la pièce santé. En troisième lieu, est-ce qu'il y a des examens paracliniques qui peuvent nous permettre de faire le diagnostic de cet œdème pulmonaire de sevrage? Historiquement, c'est le cathéter artériel pulmonaire qui a été utilisé dans ce but, mais plus récemment, les outils non invasifs, et notamment l'échocardiographie, ont un peu pris sa place. Et on verra qu'on peut aussi, si on n'est pas échographiste, utiliser des biomarqueurs cardiaques ou la protidémie. Et enfin, on dira un mot du monitoring du segment ST qu'on a à disposition sur nos scopes modernes. Alors, si on commence par le cathéter artériel pulmonaire, ça c'est la publication historique de François Lemaire et Jean-Louis Teboul, où vous voyez une authentique augmentation de la pression artérielle pulmonaire d'occlusion chez un patient qui fait une épreuve de ventilation spontanée. Il est en détresse respiratoire, il y a des grands swings de la pression œsophagienne, donc c'est quand même pas si évident que ça d'estimer la bonne PAPO et notamment la bonne PAPO transmurale. Et de toute façon, ce n'est plus un outil qu'on met au patient dans une phase de désescalade, mais il était intéressant à l'époque puisqu'on pouvait aussi documenter la désaturation du sang veineux, traduisant un phénomène d'hypoxie tissulaire durant ces échecs d'origine cardiogénique. De nos jours, on essaye d'utiliser l'échocardiographie. Cette étude de l'équipe de Bicêtre a évalué les critères habituels d'évaluation de la pression de l'oreillette gauche, à savoir le rapport E sur A et le rapport E sur E' au niveau de l'anneau mitral. Et vous voyez que si ces deux rapports sont élevés au-dessus des seuils habituels, à savoir 1 pour E sur A et environ 9 pour E sur E', on arrive dans ce cadran-là à retrouver les petits ronds qui sont les patients qui ont effectivement une PAPO élevée au cours de l'épreuve de ventilation spontanée, donc qui ont une documentation par cathéter artériel pulmonaire d'un œdème pulmonaire de sevrage. C'est pas évident si on n'est pas échographiste, mais ce sont quand même parmi les outils en échographie qui sont les plus simples à recueillir, même lorsque l'échogénicité est médiocre. On voit aussi qu'on peut suivre le patient avec durant l'épreuve. Vous voyez ici dans ce travail le rapport E sur E' qui augmente au cours des échecs cardiogéniques alors qu'il bouge peu au cours des succès dès qu'on maîtrise un peu l'outil. Il y a Martin Dress qui a suggéré d'utiliser le test de levée de jambes passif avec un raisonnement un peu inverse de celui qu'on utilise dans la réponse au remplissage vasculaire. Ici, l'idée, c'est que si le malade ne bouge pas son débit cardiaque lorsqu'on fait ce remplissage passif, ça veut probablement dire qu'il est déjà en surcharge volémique. Et vous voyez qu'effectivement, les patients avec un œdème pulmonaire de sevrage ont un changement de débit cardiaque moindre que ceux qui ne feront pas d'œdème pulmonaire de sevrage. Mais pour cela, il faut avoir un outil pour tracer le débit cardiaque battement par battement. Les biomarqueurs ont été suggérés. D'abord, les biomarqueurs cardiaques. Le plus utilisé, c'est le NT-proBNP. Vous voyez que lors d'un échec cardiogénique,
il y a deux informations. Déjà, le taux de base du NT-proBNP est plus élevé que chez les patients qui ne feront pas un échec cardiogénique, ce qui traduit probablement un stress auriculaire préalable. Et surtout, il y a une augmentation importante de ce biomarqueur durant l'épreuve qu'on n'observe pas chez les patients qui n'ont pas de problème cardiogénique. Il y a une précaution à avoir, c'est le délai d'augmentation, puisque vous voyez que c'est à la deuxième heure qu'on peut documenter dans le sang l'augmentation du biomarqueur. Et si vous faites le dosage de manière trop précoce, vous risquez de passer à côté. Et puis l'autre limite, bien entendu, c'est l'insuffisance rénale qui interagit avec ce dosage. Alors comme alternative, il y a la protidémie. Vous voyez dans ce travail que les patients qui ont un œdème pulmonaire de sevrage augmentent leur protidémie durant l'épreuve, alors qu'elle ne bouge pas, c'est chez ceux qui n'ont pas d'œdème pulmonaire. Le raisonnement est le suivant, la filtration du plasma des capillaires pulmonaires vers l'alvéole crée une relative hémoconcentration sur le versant sanguin. Et on peut donc l'observer avec cette augmentation de protidémie. Il faut noter d'ailleurs que la protidémie de base chez les patients qui vont faire l'œdème est plus basse à l'origine, ce qui traduit probablement une relative hémodilution préalable du fait d'une surcharge volémique. Le segment ST, il est intéressant à monitorer puisque on l'a à disposition avec les scopes, et pour monitorer l'origine ischémique, ça peut être intéressant. Vous voyez ce patient du service qui, durant une épreuve, fait un sous-décalage dans 3 dérivations contiguës, V4, V5, V6. Il avait effectivement une marginale qui était bouchée. Et vous voyez qu'après la dilatation, on n'a plus ce changement et que l'épreuve est un succès. Donc si on veut résumer la stratégie diagnostique, on peut dire que devant un sevrage difficile, on va regarder s'il y a des facteurs de risque, notamment l'insuffisance cardiaque et respiratoire, la surcharge volémique. S'il y a un antécédent coronarien, on pensera au segment ST, qui, s'il est positif, pourra mener à une coronarographie. Sinon, les outils un peu rois, c'est les biomarqueurs et l'échographie. Et si on a un doute, on peut aller jusqu'au cathéter artériel pulmonaire, mais c'est beaucoup plus rare de nos jours. Pour finir, l'approche thérapeutique, elle va dépendre du mécanisme. Si on est devant un mécanisme systolique, on pensera aux inotropes, mais la majorité des cas sont plutôt diastoliques. Et comme vous le savez, là, il faut contrôler la précharge et contrôler la fréquence cardiaque, donc avec des antihypertenseurs et des antiarythmiques si un passage en FA. En cas d'ischémie, c'est un traitement médical ou de l'angioplastie, et surtout corriger la surcharge volémique par des diurétiques. Ça a été démontré. Vous savez qu'en amont du sevrage, l'étude FACT a démontré qu'une stratégie conservative permettait de libérer plus rapidement le patient du ventilateur. Au cours du sevrage même, l'étude de François Lemaire chez un petit collectif de patients BPCO a montré qu'avec des doses de l'ordre de 80 mg de furosémide, on diminuait le poids, on diminuait la papo et on augmentait le succès de l'épreuve de ventilation spontanée. Et nous, on a fait une étude au cours du sevrage précoce, avec un bras interventionnel où on donnait plus de diurétiques sur la base du dosage du BNP. Et vous voyez qu'avec cette stratégie, on arrive à donner plus de diurétiques dès le début du sevrage, environ 40 mg par jour, et que c'est associé à une négativation précoce de la balance hydrique au cours du sevrage, et du coup à une séparation plus précoce du patient du ventilateur par rapport au groupe usuel. Et de manière intéressante, ce bénéfice était surtout marqué dans le sous-groupe de patients cardiogéniques de base, ce qui est cohérent avec la physiopathologie. Donc en conclusion, le système cardiovasculaire est fréquemment impliqué au cours de l'échec de sevrage. Les mécanismes en jeu sont complexes et intriqués. Il est important de faire un diagnostic sur la base de la suspicion clinique, sur la pression artérielle, la fréquence cardiaque qu'on a évoquée, et ensuite d'utiliser les biomarqueurs et ou l'échographie. Et le traitement dépend du mécanisme principal mis en évidence. Merci pour votre attention.